Donc je me présente, François Arnoux, je dirige la société 3D Avenir. Je suis venu vous parler d'impression 3D. Donc je vais vous faire une présentation très illustrée, je vais avoir beaucoup d'images. Voilà, donc alors, 3D Avenir, c'est une société que l'on a créée en 2008, dont la vocation est de déployer les technologies d'imprimante 3D, de conseiller les futurs utilisateurs, de les former, de les guider et surtout de qualifier un petit peu leur projet. Je vais vous montrer beaucoup de technologies, beaucoup de pièces très différentes. Vous allez vous dire, ça m'a l'air un petit peu compliqué, il y a plein de choses. C'est un peu le message que je veux passer. Les imprimantes 3D, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. On ne pourra pas rentrer dans le détail de chaque techno. Voilà. Donc, dans la création d'un produit, on trouve plusieurs étapes. On va avoir une étape de ce qu'on appelle le concept model, c'est-à-dire qu'on est dans l'avant-projet. Alors ça sera vrai dans l'industrie, ça sera vrai dans l'architecture, ça sera vrai dans beaucoup de domaines. On va commencer à travailler sur un projet où là on sera plutôt dans une logique de faire des maquettes, on sera plutôt dans une logique de communication. Vendre un projet, c'est vendre un produit qui n'existe pas encore. Donc il faut effectivement les arguments. Donc l'impression 3D sera présente à cette étape. On aura ensuite la validation et la pré-production. Bon, pour moi c'est un petit peu la même chose. Bon, là on va être dans l'étude en fait. Donc on va avoir un bureau d'études qui va travailler. Encore une fois, c'est vrai dans tous les domaines. Donc le bureau d'études va travailler, va faire des prototypes. Donc là on est plutôt dans le monde du prototype. Faire des validations, des qualifications, des tests. On va retourner au bureau d'études, au labo, bureau d'études, labo, on va tourner en rond comme ça. Donc ça c'est l'étape de prototypage. Qui est présente puisque c'est effectivement là que l'impression 3D est née. Et on va avoir également de la production. Donc de plus en plus, on commence à avoir de la production faite en impression 3D, c'est-à-dire en fabrication numérique. Voilà. Donc effectivement, pour faire ça, il existe beaucoup de machines. Donc là, je vous en montre juste quelques-unes. On pourrait rentrer dans le détail. Donc on a des machines qui vont faire du plastique, on a des machines qui vont faire du métal, on a des machines qui vont faire des pièces de visualisation en poudre minérale, etc. Alors, on va voir beaucoup de choses. Voilà. Alors, les applications, sont diverses et variées. J'en ai résumé quelques-unes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir le monde des maquettes. Donc là, on va être dans le design, ça va être le marketing. C'est plutôt le marketing. Dans l'industrie, souvent, ça va être le marketing qui va acheter ces machines-là ou qui va les utiliser. Et après, effectivement, prototype fonctionnel. Donc, on imagine faire des prototypes, des études aérodynamiques, etc. On en trouve dans ces métiers-là. Dans la fabrication, de plus en plus, on va y revenir tout à l'heure, où là, on va effectivement fabriquer du métal. On va même fabriquer du métal. Et également, on trouve beaucoup d'imprimantes 3D dans l'industrie pour fabriquer des outillages. Un outillage, c'est toujours quelque chose d'assez complexe. Et voilà, donc on va s'aider. Alors, j'aime bien un petit peu rentrer dans la technique. Je vais essayer d'aller vite sur ça. Si vous voulez, si vous avez des questions un petit peu plus précises, vous pourrez les poser tout à l'heure ou nous voir sur le stand de CPRO tout à l'heure, parce que si je rentre trop dans le détail, ça va prendre trop de temps. Donc ce qu'on appelle le SLA, donc il y a trois familles de technologies. On va avoir les imprimantes 3D qui fonctionnent avec des résines liquides qu'on va polymériser, qu'on va durcir, où là on va fabriquer des plastiques. On va avoir des imprimantes 3D qui vont travailler avec de la poudre. Donc là, on a encore différents types de machines, très, très différentes, mais qui fonctionnent sur le principe de la poudre. Et on va avoir également des imprimantes 3D qui fonctionnent avec des thermoplastiques, c'est-à-dire généralement des fils, pas uniquement d'ailleurs, généralement des fils qu'on va fondre. Donc la stéréolithographie, vous voyez, donc c'est une technologie qui a pas loin de 30 ans aujourd'hui. Donc on parle beaucoup de l'impression 3D maintenant. Les premières machines ont quand même 30 ans, à peu près 30 ans. Donc on avait et on a toujours, ça reste des technologies, vous voyez, cette pièce-là en fait partie. Donc on va venir durcir une résine couche par couche à l'aide d'un laser. Donc le laser amène des ultraviolets et ces ultraviolets vont avoir la propriété de durcir cette résine. Voilà. On va voir les technologies qu'on appelle DLP, là, qui sont un petit peu... On en trouve pas mal sur le marché aujourd'hui. C'est le même principe, sauf qu'au lieu d'utiliser un laser, on va utiliser un projecteur vidéo.
Donc c'est toujours une résine. Et avec ce procédé-là, on est capable de faire des petites machines qui sont relativement accessibles. Et les limites de cette technologie, c'est de faire des pièces de petite taille et en haute résolution. Comme c'est un projecteur vidéo, si on défocalise, on va voir les voxels apparaître. Hein. En 2D, c'est des pixels, en 3D, c'est des voxels, volume elements. Ok, voilà. FDM, vous avez tous vu ça, on en voit un petit peu partout, vous en avez vu à la télé, etc. Donc on va déposer un fil qu'on va extruder. D'accord. Donc là, on trouve ces applications-là, surtout sur les applications un petit peu ludiques, hein, rarement industrielles. Le MJM, on va venir déposer des petites gouttes de résine sur une plateforme en faisant des allers-retours et on va poser un support et une résine. Et ça, ce sont des technologies qui permettent de faire des choses assez intéressantes comme ça, vous voyez. On sait faire des pièces mobiles avec des détails très fins, on sait même mélanger les matières, on sait faire énormément de choses avec ça. Voilà. Le SLS, donc on va utiliser une poudre et qu'on va refondre avec un laser, couche par couche. Ouais, bon. Et puis on va voir le CJP, il y a une machine à côté là qui tourne, où c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'utiliser de l'énergie sous forme de laser, on va mettre de la colle en fait. Et ce qui permet de faire des pièces couleurs comme vous avez là. Enfin voilà. Et comme en 2D, il y a différentes technologies qui ont chacune leur raison d'exister. En 3D, c'est pareil. Et ces technologies-là n'ont pas forcément vocation à se concurrencer les unes des autres. Elles ont vraiment chacune leur raison d'être, puisqu'effectivement, elles existent. Voilà. Alors, il me semblait intéressant de... Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la courbe de Hype. La courbe de Hype, c'est une courbe qui est publiée tous les ans. Donc là, c'est la courbe de Hype 2015. Et on voit un petit peu comment les technologies évoluent. Et une technologie nouvelle, quelle qu'elle soit, elle a toujours une courbe comme ça. C'est en fait la courbe de l'enthousiasme. C'est-à-dire qu'au début, les gens ne comprennent pas trop. Hein, ils vont dire, tiens, l'impression 3D, qu'est-ce que c'est? Ils vont commencer à comprendre ce que c'est. Et là, d'un seul coup, les gens vont avoir des attentes démesurées. Hein, ils vont dire, bah voilà, je vais acheter une petite machine, et puis après, ma carte bleue, je vais la mettre à la poubelle, parce que je ne vais plus rien acheter, je vais tout fabriquer avec ma machine. Donc, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, effectivement. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, donc là, voilà, je parle des petites machines fil fondu. Hein, voilà. Donc, les petites machines fil fondu, sur la courbe de Hype, elles sont là. Vous voyez, l'année dernière, elles étaient plutôt ici. Hein, donc, c'est des choses qui ont avancé énormément. Donc, aujourd'hui, le marché comprend ce qu'on peut attendre de ces machines-là, comprend ce qu'on ne peut pas attendre de ces machines-là. Donc cette courbe n'a rien à voir avec les ventes, hein. C'est simplement les attentes des gens. Hein. Donc au début, les attentes sont démesurées. Okay. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que les gros équipements industriels, ils sont là aujourd'hui. Hein. Donc on est en train de rentrer dans une nouvelle ère où effectivement l'impression 3D, la fabrication numérique, hein, fabrication numérique additive, si on veut être très précis, hein, on utilise le terme impression 3D qui est plus simple. Voilà. Aujourd'hui, on est là. Donc, on commence à s'équiper. Les gens commencent à exploiter des machines d'impression 3D. Voilà. Alors, dans la vie d'un produit, je reprends les étapes de tout à l'heure. Ok. Donc, plus on avance dans un projet, plus c'est difficile, plus c'est coûteux de faire des modifications. D'accord ? Donc l'impression 3D est là pour ça, hein, parce qu'elle permet de fabriquer directement, à partir d'un modèle virtuel, on va faire un modèle physique, et on n'a pas besoin d'outillage. Donc on arrive à fabriquer soit des maquettes, soit des prototypes, soit des pré-séries, on arrive à les fabriquer en quelques heures dans la journée, ou même sous 2 jours, peu importe. Mais on n'est pas dans une logique d'outillage, les outillages ils sont virtuels, donc on peut les modifier comme on veut, etc. Donc c'est vraiment là-dessus que l'on va jouer pour effectivement faire des économies sur l'impression 3D. Hein. L'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de comparer l'impression 3D au procédé traditionnel. Hein. Forcément, si on fait cette démarche, on ne sera pas performant. Voilà. Alors, l'impression 3D, avant tout, ça va réduire les coûts de développement. Hein. Donc on passe d'une idée à un produit physique beaucoup plus rapidement. D'accord ? Alors, ça va permettre des différentes choses, ça va permettre d'aider à la compréhension d'un produit, on va expliquer le produit, donc c'est pour ça qu'on le trouve
pour faire de la communication, c'est pour ça qu'on en trouve dans les écoles, c'est pour ça qu'on en trouve un petit peu partout. Quand il s'agit d'expliquer quelque chose, un objet physique explique les choses beaucoup plus facilement que juste un discours ou même des animations. Hein, les animations, ça reste 2D. Voilà. Ok, donc bon, on va passer sur ça. Donc on va réduire les temps de prise de décision, hein, parce qu'on arrivera à des conclusions beaucoup plus vite. On va multiplier les itérations. Il y a un parallèle que j'aime bien faire, souvent c'est avec la 2D. Parce que finalement, la 3D, la 2D, c'est assez proche. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, on travaillait avec des calques, des rotrings et des lames de rasoir. Et quand on avait terminé le plan, on rangeait le plan et le plan était terminé. Et quand les traceurs de plans sont arrivés, on a commencé à imprimer pour voir, on a commencé à imprimer pour réfléchir. On a fait des vues, on les a imprimés, on fait une réunion, on imprimait des plans, etc. etc. Donc aujourd'hui, l'impression 3D amène exactement les mêmes notions, à peu près 30 ans plus tard, où effectivement on va fabriquer des pièces pour mieux comprendre ce qu'on fait. Hein, même si sur un écran, on peut faire tourner une pièce en 3D, on va pas avoir du tout le même sentiment. On va zoomer la pièce sur l'écran, tout sera parfait, puis quand la pièce, on l'aura en main, qu'elle sera toute petite, ça marchera plus, ou l'inverse d'ailleurs. Voilà. Donc on va multiplier considérablement les itérations. On va fabriquer de plus en plus de maquettes et de prototypes. Hein, voilà, donc on imprime pour voir. Voilà, donc il y a également une notion que j'ai pu constater sur le marché, c'est que quand les choses sont possibles et qu'elles sont utiles, très vite elles deviennent incontournables. Vous voyez, cette présentation, si je la faisais avec un rétroprojecteur et des feutres indélébiles et des calques, ça ferait un petit peu bizarre, ça semble même plus envisageable. Aujourd'hui, sur les concours d'architecture par exemple, il devient inimaginable de présenter un projet sans amener une maquette. Sachant qu'un maquettiste va mettre des semaines, voire des mois à faire une maquette. Souvent, la maquette, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Une fois que le bâtiment a été construit, on offrait la maquette pour faire plaisir. Alors qu'aujourd'hui, on fera la maquette avant d'avoir vendu le projet. Hein, ce qui est quelque chose de fondamental. Et c'est évident pour l'architecture, parce que c'est très compliqué de faire une maquette d'architecture, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Vous allez avoir les plans d'une cuisine où les gens vont arriver avec une maquette de cuisine, par exemple. Vous voyez ? Partout, il y a des données 3D, et il y a des applications d'impression 3D. Voilà. Alors, voilà. Donc là je vais... Voilà, donc ma présentation est en franglais. Hein. J'ai pas jugé utile de tout traduire. Voilà. Donc, voilà, la suite va être peut-être un peu plus visuelle. Donc vous voyez pas mal d'applications comme ça, vous voyez des montres, on va effectivement arriver, vous voyez en haut à droite, on arrive à un prototype qui est pratiquement, visuellement pratiquement équivalent au produit final. Hein, et ce prototype-là a été fait, il n'y a jamais eu d'outillage. On est juste passé de l'ordinateur à la pièce physique. Vous voyez, bon, les applications de design, hein, c'est évident, vous allez faire une réunion, donc le design, c'est très important. Je ne vais pas vous faire un cours sur le design, c'est clair. Vous allez dans un magasin, vous voyez une chose aussi bête qu'une brosse à dents, ce qui fera que les gens achètent celle-ci plutôt qu'une autre, c'est bien le design. Donc c'est très très important de faire les bons choix avant de lancer le produit. Vous voyez, bon, pareil, l'électronique, vous avez un boîtier, vous avez une box internet, etc. Le design est important et on pourra effectivement tester. Vous voyez, bon, dans le métier de la chaussure, c'est pareil, le design est très important. Donc là, on est plutôt dans des technologies qui permettent de faire des pièces couleurs, hein, pour montrer des maquettes. Voilà, donc là, on est plus... J'ai pris l'exemple de la chaussure qui me semble intéressant. Tout à l'heure, on était dans la maquette. Là, on est dans le prototype. Hein, on va tester. Hein, on va fabriquer des pièces qu'on va tester pour vérifier l'industrialisation. Et là, il y a un exemple qui a été présenté au CES à Las Vegas, là, pas plus tard que début du mois. New Balance vient de lancer les premières chaussures dont la semelle est fabriquée en impression 3D. Et donc ça, c'est pas un concept modèle. D'accord, c'est pas juste pour le salon. Ces chaussures-là sont vendues, elles sont fabriquées et sont vendues. Donc la semelle est alvéolée, donc ce sont des alvéoles qui sont dans les 3 dimensions. Hein, c'est une structure lattice en fait, qui a certainement des propriétés mécaniques intéressantes, voilà, que les spécialistes sauront évaluer. Et donc là, ça amène une notion intéressante, c'est que chaque semelle est unique.
C'est-à-dire qu'on commence à arriver vers des chaussures sur mesure. Hein, bon, les prothèses auditives sont toutes faites sur mesure, c'est une évidence. On tend à faire des lunettes sur mesure, il n'y a pas de raison. Hein, parce que si ça devient possible, ça devient très vite indispensable. Les chaussures de sport, c'est très important. Hein, donc on arrive sur des choses qui deviennent des évidences. Et là, on est sur un des premiers cas concrets de production de masse 100% personnalisée avec de l'impression 3D. Et le bilan économique, il tient la route puisqu'effectivement, ces chaussures sont vendues. Voilà, donc on va passer un peu plus vite, vous imaginez, enfin voilà. Hein. Vous voyez, implantation d'une usine, hein, on arrive sur un projet, donc des petites maquettes comme ça, on pourra les fabriquer en 24-48 heures. Celui qui présente le projet n'a pas du tout les mêmes arguments. Dans le médical, ça peut paraître surprenant, mais en fait, dans le médical, on travaille en 3D. On travaille énormément en 3D. Un simple dentiste, finalement, va travailler en 3D, va faire un scan. Hein, on peut fabriquer en impression 3D les mandibules maxillaires à partir des données de scan. C'est des choses qui sont très abouties aujourd'hui. On est effectivement dans la recherche. Là, il y a une université à Paris qui travaille sur les molécules. Et donc, pour expliquer aux élèves le principe des molécules, ils fabriquent des molécules avec des imprimantes 3D parce que ça permet de comprendre, on les emboîte, etc. Et les élèves comprennent beaucoup plus vite. Voilà, donc la communication, je vais accélérer un petit peu. Voilà, des produits industriels, vous voyez, même dans l'archéologie, etc. On trouve des tas d'applications. On va scanner des sites archéologiques, on va les reproduire en petit, on va les mettre dans un musée, etc. Bon, plein de choses comme ça. Voilà, toujours dans l'archi, il y a beaucoup de choses à faire. L'archi industrielle, évidemment, quand c'est des usines. Donc les architectes aiment bien les maquettes toutes blanches parce qu'eux, ils vendent des formes. Ceux qui font de la promotion immobilière aiment bien les maquettes en couleur. Tout ça, on sait faire, vous voyez, on peut faire des choses. Hein. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu. Voilà, donc on peut faire aujourd'hui, voilà, tous ces métiers-là, les gens travaillent en 3D, donc voilà, de la présentation que vous avez vue tout à l'heure, on peut générer des modèles assez vite. Vous voyez, des choses extrêmement compliquées comme des passages de tuyaux, choses comme ça. Voilà. Bon. Toutes ces choses-là. Voilà. Et donc plus on avancera dans le processus de conception d'un produit, plus les coûts d'outillage seront élevés si on veut faire des modifications. Mais à un moment donné, effectivement, sur la production de masse, on aura beaucoup d'outillage. Hein, on voit dans l'automobile, les quantités sont énormes. Donc une pièce, il y aura peut-être 10 ou 20 outillages pour faire cette pièce. Donc eux, ils n'ont pas de problème de coût d'outillage. Ils ont un gros problème de coût de modif. Donc dans ce cas-là, le bilan économique, évidemment, ne fonctionnera pas. Par contre, on voit de plus en plus d'applications aéronautiques où là, on raisonne en coût-solution et on commence à arriver à des applications qui sont, si on raisonne en coût-solution, qui sont plus économiques. Voilà, donc effectivement dans l'automobile, on va tester, vous voyez, là c'est des jouets, mais on va tester le modèle. Voilà, pas de solaire dans l'industrie. On a beaucoup de laboratoires qui vont travailler, fabriquer des pièces uniques, de la robotique. On va faire des tests, des crash tests, des choses comme ça. Vous voyez, là, un casque, on va le fabriquer, il sera pratiquement conforme au produit final. Hein, on pourra même certains produits, les gens commencent à les vendre, fabriqués en impression 3D, en attendant la montée en puissance pour ensuite les produire avec des procédés plus traditionnels. Vous voyez, bon là on est sur on voit l'intérêt. Vous voyez, donc études aérodynamiques, vous voyez, on fabrique même des maquettes pour faire des essais d'aérologie. On va faire des maquettes, on va les réaliser en impression 3D à une maquette différente, puisqu'en impression 3D c'est facile de changer l'échelle, et donc on va créer des modèles. Voilà, donc aujourd'hui on a des données 3D partout. On trouve des logiciels gratuits sur internet, sur la dernière version de Windows 10, il y a des modules 3D intégrés, etc. Enfin voilà, la 3D est rentrée. La 3D est rentrée effectivement dans les mœurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on a même des applications qui font du métal. On sait fabriquer des pièces directement en métal. C'est assez impressionnant. Et là, on sait faire des choses complètement différentes.
C'est-à-dire qu'on va optimiser, on va faire ce qu'on appelle de l'optimisation topologique, c'est-à-dire qu'avec des logiciels, on va mettre de la matière que là où il y en a besoin. C'est-à-dire qu'on va avoir des formes complètement organiques. Hein, vous avez tous vu les simulations d'efforts, etc. On voit des couleurs rouges, vertes. Hein, donc quand c'est rouge, c'est que les contraintes sont élevées. Quand c'est vert, c'est qu'elles sont faibles. Et bien là, on va avoir une approche où on va dire partout où il y a du vert, c'est que la matière a peu de contraintes, donc elle ne sert à rien. Donc on va l'enlever. Et on va avoir des pièces avec des formes organiques qui vont ressembler à un os, qui vont ressembler à un arbre, qui vont ressembler à des choses comme ça, et qui seront optimales. On va avoir très peu de matière. Donc il y aura un coût matière plus bas. Il n'y aura pas d'outillage. Le time to market sera très rapide parce que dès qu'on est au point, on peut lancer, etc. etc. Et en aéronautique, je pense que l'aéronautique va aller très vite dans ce domaine-là. Hein, parce que l'aéronautique, c'est pas des métiers où les choses vont très très vite. Hein, parce que forcément, ils prennent le temps de faire les choses. On voit aujourd'hui une pression assez importante où on va avoir des formes assez étonnantes qui vont arriver. Et en plus, des fois, c'est très intéressant puisque ça permet de faire des choses tout à fait jolies. Hein, donc on a un petit peu une fusion, une tendance, tout ce qui était la main de l'homme, on est plutôt dans les formes géométriques. Et là, on va trouver un petit peu une tendance à se rapprocher de ce que fait la nature. Vous voyez, des pièces comme ça sont d'une complexité inouïe. Hein, c'est une complexité inouïe. Vous voyez, il y a une pièce avec des formes complexes, avec des supports. Il y a une optimisation qui a été faite de tout ça. Et ensuite, on est venu mettre un système de mailles autour. Et cette pièce-là, elle est monobloc en fait. Elle a été fabriquée par une imprimante 3D métal et elle est monobloc. Hein, et après, on envoie ça dans l'espace. Voilà, après, vous voyez, quand on fait on trouve par exemple, on va fabriquer des outillages, hein, des moules d'injection plastique, où là finalement, on ne fabrique plus la pièce en impression 3D. Il y a une tendance à fabriquer en impression 3D, mais on ne va pas tout faire en impression 3D. Par contre, c'est l'outillage qu'on va fabriquer en impression 3D. Donc un moule d'injection plastique, il va être beaucoup plus rapide, il va être beaucoup plus productif. Donc là, on ne se pose plus la question de savoir si ça coûte moins cher de fabriquer en impression 3D, on se pose la question de dire comment je peux augmenter la productivité de mon outillage. Et l'impression 3D permet ça. Voilà, donc on sait faire effectivement, vous voyez, j'ai mis ces images, vous voyez, là on est dans l'aéro, on fait des pièces de grande taille, on sait faire des pièces de grande taille. Hein. Aujourd'hui, on sait faire un pare-choc de voiture monobloc dans une imprimante 3D. Hein. Vous voyez, là, on est sur des applications. Vous voyez, là, c'est pour mettre des GoPro en 360 degrés. Donc là, on fabrique des outillages. Et là, ce sont des pièces qui sont fabriquées comme ça. Et qui sont pas... Il n'y a jamais eu d'outillage. Et elles sont vendues. Elles sont fabriquées uniquement en impression 3D. Voilà. Donc les applications sont multiples. Art design, on fabrique des luminaires. On va fabriquer des luminaires qui seront tous différents. Hein, ils seront faits éventuellement sur mesure. On a également un marché, évidemment, ce qui est un marché B2C. On va fabriquer des figurines. Hein, on va scanner des personnes en pied et on va commencer à faire de la photo 3D. Hein, donc là, il y a un engouement assez important en ce moment sur ces applications-là. On va faire des figurines un petit peu fun. On va mettre le visage de quelqu'un, etc. Là, c'est plus que de la personnalisation. Voilà, on voit pas mal d'applications où on va faire de la... Donc on a des partenaires qui produisent effectivement des choses comme ça en ligne, hein, où on va personnaliser, c'est-à-dire qu'on va fabriquer. Voilà, donc voilà, d'autres applications, on sait fabriquer des pièces sur lesquelles on va fabriquer des moules, et après dans ces moules on va mouler. Vous voyez, toutes les étapes sont là, vous voyez, par exemple, c'est un exemple. Hein, donc sur des applications industrielles où on fabrique un moule à partir d'un modèle en impression 3D et ensuite on va le produire avec ce moule. Voilà, on a encore des cas sur des produits à très forte valeur ajoutée. Le médical, alors là, vous voyez, là, on dit que l'impression 3D, c'est pas de la production de masse. Vous voyez, les gouttières, des aligneurs là, pour les orthodontistes, on en fabrique des dizaines de millions par an. C'est vraiment devenu de la production de masse où chaque pièce est unique. Donc dans le médical, c'est une évidence. Voilà, vous voyez, par exemple, les imprimantes 3D métal aujourd'hui permettent de fabriquer des pneus. Et là, on arrive on fabrique le moule qui fabriquera les pneus.
Et là, on se permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc on est en train d'améliorer la valeur ajoutée du produit final. Et là, on est dans des logiques économiques qui sont complètement différentes. C'est vraiment révolutionnaire. Voilà, vous voyez, les pièces métal. On fabrique aussi des pièces en fabriquant des modèles en cire pour faire de la cire perdue. Ça, c'est des procédés qui datent de plusieurs millénaires. On fait toujours comme ça. Les bijoux sont toujours faits comme ça. Sauf que maintenant, on utilise des imprimantes 3D pour les faire. Vous voyez, par exemple. Voilà, c'est fabriqué. Bon, voilà. On va... Voilà, donc, les conclusions un petit peu. Donc aujourd'hui, il est clair que l'impression 3D ouvre un très très large champ de possibilités. De la maquette à la production, en passant par le prototypage, son berceau. Hein, effectivement, il y a 20 ans, la stéréolithographie, on ne disait pas je vais faire un proto, on ne disait pas je vais faire l'impression 3D, on disait je vais faire une stéréo. Aujourd'hui, ces technologies-là restent des technologies très très utilisées dans l'industrie et qui présentent énormément d'avantages. Ouais, j'ai quelques modèles ici. Effectivement, l'impression 3D n'a pas pour vocation de se substituer au procédé traditionnel. Quand on compare un procédé traditionnel, on se dit bah tiens, je le faisais par ce procédé-là, je vais le faire l'impression 3D. La réponse sera toujours la même. C'est pas rentable. Hein, il faut vraiment aborder les choses différemment. C'est le coût de la solution qui va baisser. C'est pas le coût de la pièce, c'est le coût de la solution. Sur la pièce détachée, par exemple, alors évidemment, il faut reconcevoir la pièce. Si elle n'a pas été conçue en impression 3D, il faut la reconcevoir, il faut la remettre au point. Hein, si vous avez une pièce sur votre voiture, la voiture, c'est forcément pas le bon exemple, parce qu'on ne va pas fabriquer des plaquettes de frein en impression 3D avant un bout de temps, je pense. Mais une voiture, bon, on préfère qu'elle ne tombe pas en panne sur l'autoroute, on préfère qu'elle ne soit pas dangereuse. Donc il y a toute une qualification. Donc un produit qui va être produit, il est forcément mis au point. On n'échappe pas à cette règle. La mise au point est plus ou moins simple, mais on n'échappe jamais à cette règle. Donc si on dit je vais remplacer une pièce par une pièce en impression 3D, on va refaire cette mise au point. Mais on a aujourd'hui des industriels qui réfléchissent très très sérieusement à concevoir les produits dès le départ pour que dans la seconde ou troisième vie du produit, les gens puissent se procurer des pièces détachées localement. Donc c'est des choses qui sont concrètes. Même si on est à la genèse, c'est une tendance qui est évidente. Ok, donc aujourd'hui, effectivement, cette entrée dans les mœurs, vous avez vu la courbe de hype tout à l'heure, hein, donc on en parle de plus en plus facilement. Il y a encore 5 ans de ça, les gens étaient très étonnés. Aujourd'hui, tout le monde a compris le concept et on se dit, tiens, comment ça évolue, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, donc le cabinet IDC a communiqué une information intéressante là, en début d'année. Les petites machines qu'on appelle FDM, hein, donc les petites machines à fil fondu, dont on a beaucoup parlé, elles vont représenter 2/3 des machines vendues dans les 4 à 5 ans à venir. Okay, par contre, le chiffre d'affaires généré par ces machines-là ne devrait pas dépasser 5 à 10% du marché. Hein, donc c'est quelque chose d'extrêmement marginal. Okay, en revanche, les technologies plastiques, d'accord, dans des équipements qui vont être dans des budgets de 50 à 100 000 euros, elles vont représenter 60% du marché. Hein, donc c'est là que le marché est pour les années à venir. C'est effectivement des machines qui vont fabriquer des pièces, entre guillemets, sérieuses, des pièces utilisables. Hein, on n'est pas dans des... Voilà. Donc effectivement, le thème, c'était un petit peu de parler de personnalisation, donc il fallait bien faire un clin d'œil sur ça. Donc là, on ne personnalise pas en fait. On fabrique directement des pièces uniques. Hein. Voilà. La tendance, l'impression 3D tend à rapprocher la fabrication du client final. Encore une fois, c'est bien une tendance. Hein. On le voit beaucoup dans le médical. Hein. Les machines se démocratisent. Donc on passe des gros labos qui ont des grosses machines de production qui, elles, continueront d'exister parce qu'elles sont très rentables. Mais en même temps, les petites machines offriront un service parce qu'on produira localement, etc. Hein, les pièces détachées, si on les fait faire en Chine, il va falloir en faire des quantités énormes, il y aura des coûts logistiques. Si on les fait au compte-gouttes, on arrivera, c'est encore une fois une tendance, on arrivera à des coûts plus bas de temps à autre. Une chose aussi qu'il faut bien retenir, on a parlé de la dématérialisation des documents, on a dématérialisé la musique, on a dématérialisé le cinéma, on dématérialise tout.
L'impression 3D ne dématérialise pas les objets, elle dématérialise les outillages, hein. C'est ça qui est important à comprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'outillage est virtuel, d'un jour à l'autre, on peut déployer de façon massive et de façon planétaire, hein. On peut très très bien imaginer qu'il y ait des usines un petit peu partout dans le monde et demain matin on décide de lancer un produit et qui sera produit par millions dès demain matin parce qu'effectivement on n'a pas besoin de l'outillage, hein. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est ça qui va vraiment changer la façon dont on va faire dont on va produire les choses à l'avenir. Voilà.